Voilà, nous sommes donc réunis pour cette réunion d'information, une réunion publique sur ce qu'on appelle la relance d'ITER. Donc c'est le sujet qui va nous animer ce soir, avec bien entendu l'allusion à toutes les startups qui émergent dans le domaine de la fusion, que ce soit sur notre territoire ou ailleurs à l'international. Mais avant de lancer les débats avec le président de la CLI dans un instant, je vais d'abord passer la parole au maire de Vinon-sur-Verdon, qui nous accueille aujourd'hui dans sa commune. Donc je passe la parole à Claude Chélan. Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Alors effectivement, on a le souvenir de quelques CLI qui se sont déroulés ici dans cette salle, et si des gens étaient déjà présents, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une dame qui habitait depuis peu de temps à Riance et qui venait de découvrir qu'il y avait un centre d'études nucléaires de Cadarache et un projet ITER qui était en train de se réaliser sur la commune de Saint-Paul, et qui avait dit, mais en plus d'une façon très assurée, non, mais il faut fermer ce centre et le déménager, parce que je ne suis pas venu habiter ici pour habiter. Donc je pense que ça doit remémorer quelques souvenirs. Voilà, non, moi je suis très heureux que cette CLI se déroule ici dans notre commune. Alors vous savez que j'ai la chance d'avoir à mes côtés, en tant qu'élu et adjointe à la sécurité, Maïté Noé, qui est donc une cheville ouvrière au sein de la CLI. Et puis avec donc le président Didier Réau, nous nous côtoyons parce que dans d'autres sphères, nous siégeons tous les deux au sein du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, et donc qui s'occupe de la gestion de l'eau. Et Dieu sait si l'eau et l'électricité qui est derrière est très importante pour le projet, autant pour le CEA que pour ITER. Donc cette CLI, alors c'est vraiment une coïncidence, hein, mais si le directeur du CEA de Cadarache y était, on a fêté cette année les 80 ans du CEA de Cadarache, mais en même temps c'était le 80e numéro du CLIC Info de la CLI. Donc c'était vraiment, le timing était parfait, parce qu'en 32 ans d'existence de la CLI, de la commission locale d'information, vous êtes débrouillé de sortir le 80e numéro l'année des 80 ans du CEA, donc c'est pas mal comme timing. Donc cette CLI a vraiment beaucoup d'importance et d'intérêt, puisqu'elle permet de divulguer et de façon, je dirais, accessible à tout le monde, de répondre aux interrogations et d'expliquer ce que sont ces deux projets, alors que ce soit je veux dire le projet ITER, mais tous les autres réacteurs qui sont en construction ou en étude ou en fonctionnement sur Cadarache. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez dû vous en rendre compte en venant jusqu'ici, Vinon est la commune la plus proche d'ITER. C'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est sur la commune de Saint-Paul-de-Durance, mais ici, nous sommes à 3 km du futur réacteur. C'est donc bien nous les plus proches. Et donc, il y a des problèmes, des interrogations à laquelle cette CLI est appelée à répondre, et il faut souligner que c'est une commission qui est totalement indépendante et donc qui est destinée justement à clarifier la situation et justement à informer du mieux possible tous les habitants de ce territoire et au-delà, voire je dirais sur ces deux projets. Voilà, donc bienvenue ici, et puis on va se souhaiter tous mutuellement de bons travaux. Voilà, et je passe la merci, parole monsieur le maire. au président. Voilà, donc merci beaucoup Claude Chélan, on peut l'applaudir, hein, on peut applaudir monsieur le maire. Et passer donc la parole au président de la CLI Cadarache, Didier Réau. Merci mon cher Claude, monsieur le maire, ravi d'être ici à Avignon pour cette assemblée générale et réunion publique de la CLI plutôt, que nous faisons une fois par an. Et avec d'autres réunions que nous menons à la demande dans certaines assemblées, dans des mairies, dans des associations et un peu partout, pour donner de l'information justement sur l'activité entre guillemets nucléaire sur le département des Bouches-du-Rhône. Cette compétence de la commission locale d'information, c'est-à-dire d'informer le public sur l'ensemble du département, est dévolue historiquement au département, donc le département des Bouches-du-Rhône. Et Martine Vassal m'a confié effectivement la mission dans ma délégation sur ce qui concerne les espaces naturels, l'eau, d'animer également la CLI. Et je t'avoue, mon cher Claude, que j'ai de la chance, comme toi, d'avoir une belle cheville ouvrière, c'est Maïté.
parce que sans elle, honnêtement, la CLI ne tournerait pas. Maïté abaisse la tête, elle est toujours modeste, mais je crois qu'on peut l'applaudir parce que celle qui fait le travail, qui sait me relancer quand il faut du fin fond de mon quartier de Mazargues à Marseille, où je suis habitant, et me dire là il faut vraiment que tu interviennes, là il faut que tu fasses ceci, etc. Heureusement qu'elle est là, et je pense que pour toi elle est dans le même état d'esprit, donc un grand merci à Maïté, elle est dans toute modestie, mais en tout cas il faut la saluer. Merci à vous d'être présents pour parler d'ITER, qui est un gros projet, un projet au long cours, un projet qui évidemment connaît parfois des incertitudes, qui connaît aussi des élans, qui connaît parfois aussi des interrogations, qui incite des interrogations dans la population, parce que c'est tellement nouveau, tellement phénoménal qu'on ne sait pas, en tout cas le grand public a du mal à savoir ce que c'est exactement, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça va amener dans le futur. Alors nous, on a eu quelques-uns l'occasion de visiter le chantier, d'essayer de mieux comprendre comment ça marchait, déjà la gouvernance, ensuite le chantier et comment, à quelle échéance ITER pourra sortir, bien sûr avec toujours les mêmes problèmes de financement, problèmes parfois technologiques, problèmes de recherche, mais en tout cas c'est un projet qui avance et qui ne sera pas abandonné. C'est un projet de l'avenir qui, au-delà de toutes les différences entre les pays, au-delà de toutes les affrontements belliqueux, on va dire ça comme ça, réunit les plus grands pays de cette terre pour unir les efforts de recherche. Et ça, c'est à souligner parce que, malgré les conflits qu'on connaît, tout le monde reste rassemblé, en tout cas le monde de la science est rassemblé pour avancer sur ce projet-là. Donc c'est aussi par la science qu'on peut peut-être arriver à des solutions plus paisibles, je ne parle pas de paix, mais plus paisibles entre les pays, et ITER est un de ceux-là. Et on a la chance de l'avoir sur le département, à côté du CEA, ici, dans cette commune, puisqu'on est tout proche de Vinon, tu l'as dit, c'est la plus proche de Vinon. Et donc, c'est aussi un élément de développement économique extrêmement important pour ces territoires. Et donc, je crois que c'est une bonne chose de le voir aboutir dans la décennie, on peut dire, ou plus lointain. Voilà. En tout cas, dans un temps le plus raccourci possible, et que ça soit aussi porteur d'espoir économique et créateur d'emplois. Voilà. Donc la CLI est là pour informer le grand public, elle est là aussi pour pouvoir répondre à vos questions, accompagner les élus locaux lorsqu'il y a des interrogations dans la population. Et donc nous remplissons ici notre mission. Un grand merci à Maïté encore pour son action majeure au sein de la CLI. Merci Président, merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, pour ceux qui en ont l'habitude et ceux qui viendraient peut-être pour la première fois, c'est une réunion d'information, ce qui veut dire que bien entendu il y aura une large part de questions que vous pourrez émettre et sur lesquelles nos intervenants vous répondront bien entendu sur tous les sujets. Alors on a prévu 3 interventions relativement courtes qui vont être étayées par des slides et qui vont nous permettre de planter un peu le décor de cette réunion de ce soir. Idéalement, ça serait bien qu'on attende la fin des présentations pour poser des questions. Si vous avez une question très précise pendant la présentation, ça sera toujours évidemment, bien sûr, pris en compte. Mais voilà, on va surtout essayer de débattre de l'avenir de ce projet ITER et puis de voir comment il évolue aujourd'hui dans un contexte, le contexte géopolitique vient d'être rappelé par le Président, donc on ne va pas s'appesantir dessus. Par contre, il y a un contexte aujourd'hui technologique où on voit l'émergence de nombreuses startups dans ce domaine-là de la fusion. On parle aussi beaucoup, parce qu'on en parle dès qu'on sort aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, donc savoir si l'intelligence artificielle a un rôle aujourd'hui déjà dans ce type de projet, ou s'il n'y a pas suffisamment de données pour nourrir l'intelligence artificielle. Enfin, vous nous direz ça dans quelques instants. Voilà, les 3 intervenants, donc c'est Gilles Perrier, que vous connaissez, qui est le responsable du département sécurité et qualité d'ITER. Éric Serre, il est chercheur, il est également directeur de recherche à la fois pour Aix-Marseille Université et pour le CNRS. Et puis l'autorité de sûreté nucléaire est également présente avec Mathieu Rasson. Je vous passe la parole, Gilles, pour commencer. Très bien. Alors j'ai quelques slides normalement qui vont être projetés. Donc j'ai un challenge parce qu'il faut que ce soit accessible au public, m'a-t-on dit, n'est-ce pas ?
Donc on va essayer, c'est important pour moi, hein, comme je dis souvent, moi la CLI, j'y suis depuis très longtemps, alors pas forcément celle d'ITER, l'ITER c'est depuis 2021, mais c'est un organe qui permet vraiment d'avoir cette relation entre l'exploitant nucléaire, le public, et je suis aussi citoyen, et je pense que c'est vraiment important. Il n'y aura pas de mauvaises questions ce soir. Je vais vous proposer juste de vous rapprocher un peu du micro, parce qu'on me dit que... D'accord, voilà. vous m'entendez mieux là peut-être. Il y aura peut-être des moments où ce sera un petit peu technique, mais je vais essayer de rester assez simple pour que ce soit compréhensible par tout le monde. La fusion nucléaire, par définition, c'est un peu compliqué. Donc on va essayer d'être simple. Alors, donc Gilles Perrier, je suis chef du département Sûreté Qualité, donc j'ai avec moi quelques collaborateurs également. Sûreté Qualité, sécurité, donc c'est en fait toute la sécurité du site, la sûreté nucléaire, la qualité de ce qu'on fabrique, mais aussi de l'organisation. Donc ça couvre un domaine assez important et qui est très, très transverse. Alain Bécoulet va peut-être nous rejoindre, mais il était en mission, donc je ne sais pas s'il nous rejoindra. Il s'occupe de tout ce qui est technique sur le projet, et en particulier, il pourra avoir des réponses complémentaires sur l'intelligence artificielle. Donc il devrait nous rejoindre, mais je ne vous garantis pas. Alors le titre, c'est Où en sommes-nous? Par contre, l'affiche, c'est la relance d'ITER. Donc la relance d'ITER, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on relance ITER? Parce qu'en fait, on n'a pas stoppé ITER. Hein. Quand on parle de relance, en général, c'est qu'on a arrêté les choses. Ça n'a pas du tout été le cas. Par contre, je me rappelle, c'était il y a 3 ans à Manosque, à la réunion publique de la CLI à Manosque, où j'avais présenté un certain nombre de difficultés sur le projet. On était à une période où on a eu des gros problèmes qualité, où on a dû démonter des équipements qui avaient déjà été montés, où on avait une relation avec la SNR qui n'était pas des plus faciles, je vais dire comme ça, mais ce n'est pas ma responsabilité, je laisserai M. Rasson s'exprimer. Donc on était à un contexte très difficile. On a passé un certain nombre d'étapes, et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est de vous dire voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au vu de ces étapes. Et on a rattrapé le retard, et on a même pris de l'avance par rapport à ce qu'on avait pris. Voilà, donc où en sommes-nous? On va passer. Donc là, vous avez une vue d'ensemble du site. On reviendra un peu plus en détail ensuite sur chacun des équipements pour vous dire un peu comment c'est organisé ceci. On va passer au slide suivant. Alors pourquoi déjà, si on prend un peu de hauteur, pourquoi on fait ITER? On est dans un contexte de changement climatique, CO2, donc on essaye de trouver une énergie qui permette de ne pas produire de CO2. Et on essaye de trouver une énergie différente de l'énergie nucléaire que vous connaissez. 80% de l'électricité en France est alimentée par l'énergie nucléaire. Les ampoules qui sont là, c'est essentiellement l'énergie nucléaire. Après, il y a beaucoup d'hydraulique, évidemment. Et là, on essaye de trouver un nucléaire un peu différent. Le un peu différent, ça va être, au lieu d'aller casser des atomes d'uranium dans une centrale de fission, on va essayer de réunir des atomes plus légers dans une centrale de fusion. Ça a un certain nombre d'avantages, j'y reviendrai après, entre autres en termes de sûreté et aussi d'approvisionnement de combustible. Donc ça a beaucoup d'avantages, mais ça a un gros inconvénient, c'est que c'est très compliqué à faire. Il y a des barrières technologiques qui sont vraiment importantes. Le projet qu'on a à 3 km d'ici, c'est quasiment comme aller sur Mars. C'est vraiment une complexité qui est un cran au-dessus d'une centrale de fission, d'un EPR comme il y a à Flamanville en Normandie. Donc on essaye de passer des étapes. Il y a des briques technologiques qui existent dans le monde qu'on essaye de rassembler. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Les 7 membres, donc vous avez les pays qui sont là. Alors effectivement, vous en avez parlé, le contexte géopolitique, il est quand même pas très favorable quand on voit comment ça se passe dans le monde entier. Ce qui est quand même superbe avec ce projet, c'est qu'on travaille tous ensemble. J'ai dans mes équipes toutes ces nationalités et on travaille tous ensemble. Le site ITER, on n'est pas en France quand vous êtes sur le site ITER. Quand vous rentrez sur le site ITER, vous êtes comme sur une ambassade, c'est un site d'une organisation internationale. Et donc, c'est comme si on déposait le passeport à l'entrée, on est citoyen international et on travaille tous ensemble sur un projet scientifique. Donc les Russes et les Américains, les Chinois, ça travaille ensemble, sans problème. Alors peut-être que j'embellis un peu, il y a quelques difficultés, j'y reviendrai. J'imagine qu'il y a peut-être des questions sur la Russie ou autre. Mais c'est vraiment important de le souligner. On va passer au slide suivant. Ce qu'ITER doit apporter,
Donc, vous avez une vue de la machine un peu simplifiée, je reviendrai après. L'idée, c'est de démontrer la maîtrise des technologies requises par un réacteur de fusion. Donc, on n'est pas là pour produire de l'électricité. On a Alain Bécoulet qui vient de nous rejoindre. Je t'ai annoncé un petit peu avant tout à l'heure. On n'est pas là pour produire de l'électricité. Je le rappelle parce qu'il y a parfois de la confusion. Les gens pensent qu'on va aller brancher le réacteur d'ITER un jour sur le réseau. Ce n'est pas l'objectif. On est sur un réacteur de démonstration, donc qui vise à démontrer qu'on est capable d'avoir la technologie pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ce sera un autre réacteur. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc l'énergie qui sera produite sur ITER, en fait, on va avoir des tours aéro-réfrigérantes et on ne va pas l'utiliser directement. Et le réacteur, il n'est pas fait pour aller produire l'électricité. Point important. Par contre, ce qu'on cherche à faire, c'est en injectant une certaine quantité d'énergie dans ce qu'on appelle le plasma, dans une chambre à vide, de chercher à générer 10 fois plus d'énergie. Donc on injecte 50 MW et on va ressortir 500 MW de fusion. Donc c'est ça l'objectif, ce qu'on appelle le facteur Q, qu'on veut supérieur à 10. Et donc comme je disais, ITER, c'est une étape indispensable pour passer à la génération des centrales de fusion qui arrivera plus tard. Donc on est sur du long terme. Là, la photo que vous voyez, donc c'est, faut imaginer, alors certains d'entre vous sont venus visiter, je rappelle qu'on a des journées portes ouvertes qui sont remplies très rapidement en général, là on a une ce week-end. Donc ici, allez voir sur le site web d'ITER, tous les 3 à 6 mois, on a des journées portes ouvertes. Faut venir voir, c'est à côté de chez vous, c'est vraiment intéressant, même si on n'est pas dans le monde du nucléaire, au contraire. La boîte que vous voyez là, cylindrique, elle fait 30 mètres par 30 mètres, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est un gros thermos dans lequel on va mettre une installation, une chambre à vide, et dans cette chambre à vide, on va créer un plasma, donc qui est en fait le 4e état de la matière, et on va venir collisionner les différentes particules pour créer cette énergie. C'est ça le principe. On va passer au slide suivant. La sûreté d'ITER. Donc là, vous avez, alors il faudrait rajouter un R maintenant, parce que c'est l'ASN qui est devenu l'ASNR depuis le 1er janvier. On est une installation, ce qu'on appelle une installation nucléaire de base. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est avec l'ACLI, l'installation nucléaire de base, comme au CEA Cadarache. Globalement, on a quelques spécificités, à la fois en termes de, comme je vous ai dit, on est une organisation internationale, donc on ne peut pas non plus appliquer exactement les mêmes règles sur l'ensemble. Donc on a un protocole sur le nombre d'inspections que la SN peut faire, par exemple, du fait de l'organisation internationale. Et puis techniquement, on est aussi différent d'un réacteur de fission. Par exemple, vous avez quelques exemples qui sont cités ici, ITER ne peut pas s'emballer en termes de réaction comme on peut avoir dans une réaction en chaîne dans un réacteur de fission. On n'a pas besoin d'aller refroidir en cas d'arrêt. Donc ce qui s'est passé à Fukushima, par exemple, où vous noyez tout le système de refroidissement et du coup ça chauffe par la chaleur résiduelle, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver dans le monde de la fusion. Donc ça a des avantages majeurs aussi en termes de sûreté. Il y a d'autres sujets de sûreté qu'il faut traiter, comme le confinement du tritium, de la matière, qui sont évidemment importants, la radioprotection des travailleurs et du public. Donc ça, c'est des sujets importants. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes sujets. On va passer au slide suivant. Le chantier d'ITER, donc c'est un chantier qui est important. On a de l'ordre de 3500 personnes chaque jour sur le chantier. Essentiellement, je dirais, sur les travailleurs des Français, c'est la majorité, mais on a aussi beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, et puis tous les pays que vous avez vus tout à l'heure travaillent sur le chantier. Donc il faut arriver à gérer avec tout ce qui est coactivité des différentes activités qui sont sur le site, qui vont du génie civil classique à la mise en service des installations. Donc on recouvre à peu près l'ensemble de ces activités. On va passer au slide suivant. Donc là, vous avez une vue d'hélicoptère, même si les hélicoptères n'ont pas le droit de survoler, mais c'est autorisé par nous quand on le fait. Donc vous avez un petit rond rouge, là je ne vais pas détailler l'ensemble du site. Le petit rond rouge, en fait, c'est la machine, c'est le cœur de la machine. Le cylindre de 30 mètres par 30 mètres, c'est ça. Donc en fait, tout ce qu'il y a autour, c'est soit ce qui permet d'aller construire la machine, soit
ce qui permet d'alimenter la machine ou ce qui va permettre de la contrôler, d'évacuer la chaleur. Donc, vous voyez que c'est un site industriel qui est vraiment majeur et c'est relativement plein aujourd'hui. Il y avait une plateforme en 2010 qui était vide. Aujourd'hui, la plateforme est très très pleine. On va passer au slide suivant. Alors, l'assemblage a redémarré. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 ans, on a eu un certain nombre de difficultés techniques, essentiellement sur le cœur de la machine, ce qu'on appelle la chambre à vide, et aussi les boucliers thermiques qui permettent globalement d'isoler ce qui se trouve dans la chambre à vide. Il faut avoir en tête que le plasma il est à 150 millions de degrés, il est confiné magnétiquement, parce qu'évidemment aucun matériau peut tenir, donc on fait une boîte magnétique avec des aimants supraconducteurs extrêmement forts, et on a une certaine température dans la chambre à vide. À l'extérieur, on a des aimants qui, eux, sont à 4 Kelvin. Kelvin, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est très proche du zéro absolu, c'est moins de 269 degrés. Donc il faut un bon frigo derrière pour arriver à tenir ça. Et donc il faut des systèmes d'isolation, et on a entre autres un bouclier thermique pour lequel on a eu aussi des défauts qualité. Donc ces défauts qualité nous ont obligés à démonter une partie de l'installation. Donc les secteurs de la chambre à vide, les secteurs en fait c'est un 9e de chambre à vide. Ce cylindre, ce tore, il est fait en 9 morceaux différents et on les met les uns à côté des autres et ensuite on les soude. Ça fait à peu près 20 mètres de haut ce que vous voyez, le secteur lui-même, et environ 1500 tonnes. On les avait mis en place en 2022 et on a dû les remettre en arrière et retravailler et réparer. Donc on a passé ces étapes, on est revenu au planning initial, donc avec le premier secteur dans le puits, et à l'heure où je parle, hier, on a mis en place 3 secteurs. Donc un tiers de la machine a été mis dans le puits, il nous reste encore 6 autres secteurs qui sont en cours de finalisation avec un objectif globalement mi-2027, on aura l'ensemble des secteurs qui seront installés dans le puits de ce qu'on appelle le tokamak. Ensuite, il faut les souder, ce qui n'est pas non plus un sujet très simple. On va passer au slide suivant. Donc l'assemblage se poursuit. Vous voyez les photos toutes récentes faites par notre ami Robert qui est au fond, qui montrent le transfert de ce qu'on appelle le hall d'assemblage. Donc on a un grand hall d'assemblage, une grande zone pour équiper. On l'a transféré au-dessus de la machine et on l'a descendu dans le puits. Donc aujourd'hui, on a ces 3 secteurs qui sont juxtaposés les uns aux autres. Donc on va mettre en place de la même façon les 9 et ensuite on les soudera. Sur le calendrier, donc vous avez déjà abordé, M. Roll, la question du timing d'ITER. Alors vous avez sans doute entendu parler d'un premier placement en 2025, c'était de la communication il y a quelques années, et un plasma, ce qu'on appelait deutérium-tritium. On n'a pas parlé, le plasma de fusion nucléaire, les 2 combustibles pour ITER, c'est du deutérium et du tritium qui sont 2 isotopes de l'hydrogène. Donc c'est un savant mélange qu'on fait qui permet d'avoir cette réaction de fusion. Il était prévu 2025 et 2035 pour le premier plasma deutérium-tritium. Du fait d'un certain nombre de difficultés techniques dont j'ai parlé, du fait du Covid, qui a forcément impacté, on travaille avec le monde entier, les bateaux n'étaient pas disponibles, donc ça a impacté le projet, et aussi du fait d'avoir revisité le planning, c'est-à-dire qu'on s'est reposé des questions un peu plus de fond sur typiquement, est-ce que le premier plasma, c'est quelque chose technologiquement significatif. Et on a essayé d'avoir un planning qui soit plutôt à dire on essaye d'aller au plus vite sur le plasma deutérium-tritium. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura peut-être des questions autour de ça. Ça nous a permis de réarranger le planning, de ne plus faire le premier plasma tel qu'il était prévu. Quelque part, c'était comme un peu si on craquait l'allumette simplement, mais on n'allait pas forcément beaucoup plus loin avec ce premier plasma. Donc aujourd'hui, les dates globalement, c'est, comme je vous ai dit, l'assemblage des secteurs dans le puits 2027. Ensuite, on soude. Alors, la soudure, c'est quelque chose qui prend plusieurs mois, même plus d'une année. Pour vous dire, on a plusieurs kilomètres de tuyauterie, de soudage à faire. Ensuite, on ferme la boîte, le cryostat, 2033. Et le premier démarrage un premier plasma donc, qui sera en deutérium en 2035.
et un plasma deutérium tritium 2039. C'est un peu confus ce que je vous ai dit sans doute. Finalement, on a 4 ans de retard vis-à-vis du plasma deutérium tritium. 2035 passe à 2039. Mais avec une façon d'y arriver qui est technologiquement et scientifiquement, je dirais, plus solide que notre planning précédent. Donc c'est pas tout de suite, et on part pour des années d'opération derrière. Donc il y a le projet ITER, c'est loin d'être fini. On est aujourd'hui en avance sur le calendrier, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait dit début 2024, on est en avance. Et pour vous donner aussi un ordre de grandeur par rapport à l'activité du site qui était en 2021, on a, j'ai mis le chiffre là quelque part, 65% d'activité en plus. Donc on est en avance sur le planning et on arrive à tenir un volume d'activité plus conséquent, plus de monde sur le chantier, plus efficace. Pour équiper un secteur, le premier secteur, on a mis 18 mois, et les secteurs qu'on fait maintenant, on met 6 mois. Parce qu'il y a du retour d'expérience, parce qu'on a été plus efficace avec les différents sous-traitants, et tout ça en sûreté qualité. Donc on a fait notre programme. Voilà, je vais passer la main à Alain pour la suite. Donc il va vous parler des initiatives privées, donc les startups, aussi un petit peu d'IA, je crois. Merci Gilles. Bonsoir à tous. Mes excuses pour être légèrement en retard, mais j'arrive de Paris. On en parlera sur la slide suivante. Donc, peut-être je me présente 2 secondes. Donc, je suis Alain Bécoulet, je suis aujourd'hui le directeur scientifique du projet, en charge de ce qu'on appelle la science et l'intégration. C'est-à-dire, en gros, je suis le client du projet de construction. C'est moi qui tiens les requis et c'est moi qui attends que la machine soit assemblée pour pouvoir la faire fonctionner. Voilà, très caricatural. Donc, les initiatives privées, vous avez entendu parler de ça. Il faut que je recadre un petit peu. Donc, vous avez le projet ITER qui est aujourd'hui le projet public de recherche publique mondiale. Je vous ai montré les partenaires. Donc, qui rassemble la moitié de la planète sur un projet de recherche sur fonds publics. Ça, c'est très important. Mais ITER, ce n'est pas que ça, c'est en fait la synthèse de tout ce que cette communauté publique mondiale sait faire en fusion, avec cette mission de démontrer que cette fois-ci, on est prêt à transférer cette technologie vers l'industrie pour pouvoir créer ensuite des réacteurs. Donc, oui. Donc, ce qui s'est passé au moment où ITER a été décidé, où ITER a commencé à se construire, c'est un engouement du secteur privé, alors sous forme de start-up, sous forme de finances, de fonds privés, etc., disant, OK, il y a quelque chose qui se prépare, on voudrait être les prochains acteurs de cette étape suivante. On parle de transfert de technologie, si vous voulez. En gros, la fusion sort du laboratoire avec ITER et rentre dans l'industrie. Donc il y a un engouement depuis, alors on a noté une espèce d'exponentiation dans les années 2010-2012. Aujourd'hui, ce secteur privé mobilise plus d'une centaine de start-up, d'entreprises dans le monde, c'est pas mal, et a déjà levé des fonds privés à hauteur de, on est presque à 11 milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est vraiment significatif. Alors nous, on est content parce que ça veut dire que ITER fait son boulot, puisque son boulot, c'est de passer la main à l'industrie. Mais en même temps, on est inquiet parce que ce monde-là est un monde qui est très compétitif, très emphatique, très exponentiel. Donc il va vous promettre, pour pouvoir lever ses fonds, évidemment, ils vont voir des financeurs et leur promettent qui un réacteur dans 5 ans, qui quelque chose qui va être commercialisé et qui va remplacer toutes les sources d'énergie dans 3 ans, etc. Donc on a un discours privé qui vient se greffer sur ce que vient de vous raconter Gilles. Hein. Vous avez vu les dates. Hein. On est loin encore d'avoir la capacité de faire un transfert de technologie complet vers l'industrie. Mais ce transfert de technologie a commencé et il est important, puisque si ITER, si on arrête ce qu'on fait sur ITER, si ça amène à rien, ça amène à rien. C'est pas le but du jeu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire initiative privée? Ça veut dire que très rapidement, assez rapidement, nos membres, nos gouvernements, nous ont demandé, vous êtes les dépositaires du savoir et du savoir-faire de la fusion, au nom des gouvernements. Nous, on a des entreprises privées qui veulent démarrer. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous à eux et transférez votre savoir. Gérez votre savoir et transférez. Donc, ce qui s'est passé depuis 2 ans déjà,
et qui s'amplifie vraiment quasiment au quotidien, c'est que on a ouvert nos portes, on ouvre nos portes au grand public, maintenant on ouvre nos portes à tous ceux qui ont à en savoir ou qui peuvent en savoir, c'est-à-dire toutes les entreprises privées qui se représentent, qui sont des entreprises privées de nos membres, des Américains, des Chinois, des Japonais, tout ce que vous pouvez imaginer. En plus, on est très œcuménique, c'est-à-dire qu'on transfère un savoir-faire de technologie et de sciences de fusion, mais on va pas sélectionner qui sont ceux qui, parce qu'ils font des tokamaks, ils ont droit à en savoir, et puis les autres, parce qu'ils font une configuration magnétique un peu différente, ils n'auraient pas à en savoir. C'est pas notre objectif. Quelle forme ça prend ? Ça prend une première forme qui est, on a ouvert un projet avec un chef de projet, avec une adresse, l'adresse sécuritaire, donc quand ces gens-là veulent en savoir. Et puis on les invite une fois par an. On a déjà fait ça, donc ça va être marqué là, c'est au mois d'avril en général, on a déjà fait ça 2 fois de suite. Et à chaque fois, on s'est retrouvé dans l'amphithéâtre d'ITER avec 350 personnes qui venaient se connecter à nous. Ils ne sont pas de la sphère ITER, mais qui sont des gens qui veulent on va dire, démarrer à partir du point ITER et aller plus loin dans l'industrialisation de ce processus. Alors il y a de tout dans cet aréopage, et puis notre réponse, elle est différente. Ils posent des questions précises, où ils veulent avoir accès à ci, à ça. Ça nous force aujourd'hui à structurer notre savoir. Donc c'est bien beau Gilles a dû vous raconter aussi, on est 1000 personnes sur ITER, organisation très très occupée, on n'a pas que ça à faire de prendre notre temps. Donc il faut qu'on structure notre savoir, il faut qu'on automatise le retour de savoir, à la fois vers nos membres en tant que tels, mais aussi vers toute cette sphère privée. Donc ça se passe avec tout d'abord une structuration des bases documentaires, des bases d'ingénierie, etc. Donc il y a un travail, on va dire, informatique qui s'est mis en place derrière. Et puis je vais en parler un peu plus loin tout à l'heure. Et puis un travail d'organisation. Parce qu'évidemment, vous avez compris que ce savoir, il appartient à ITER. Le traité dit tout ce que vous faites au nom d'ITER appartient à tout le monde, mais tout ce que vous saviez avant d'arriver dans l'ITER, ce que vous amenez en propre à ITER, vous appartient à vous. Donc il y a une gestion particulière de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, qui fait que quand nous rendons un savoir, il faut qu'on sache à qui il appartient, en fait, ce savoir. Donc si, on va prendre un exemple, la Chine me demande quelque chose, je vais travailler cette question et je vais lui rendre l'information, mais en disant, ça c'est à vous, parce que ça appartient à ITER Organisation, mais ça, par exemple, ça appartient aux Européens, donc ce morceau-là, il faut aller le demander aux Européens. Moi, je ne peux pas vous le donner. Voilà. Donc il y a c'est une gestion assez complexe, c'est une gestion assez compliquée, et je pense qu'on va passer le slide suivant, qui va faire la parfaite transition, si j'ai bien vu. Voilà. On a un outil formidable qui apparaît depuis quelques années pour gérer les problèmes complexes, pour gérer l'information de millions de choses qui arrivent sous des formes différentes, avec des acteurs différents. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Donc en fait, au nom de cette gestion du savoir, alors je vais encore défocaliser, reculer un peu, la gestion du savoir que je viens de vous expliquer, je dois un savoir à mes membres, mais je dois un savoir déjà à l'organisation ITER. Je vous ai dit, ça a commencé il y a un petit moment et ça va durer pendant un petit moment, donc on a des générations, on a un transfert de savoir à faire entre nous-mêmes, avec les générations nouvelles, etc. On est en train de faire de la construction. Le jour où on fera de l'opération, il ne faut pas qu'on ait oublié tout ce qui s'est passé dans la construction, comment c'est construit pour pouvoir l'opérer, le maintenir, le démanteler. À la fin des fins, on va redonner ça à la France pour démantèlement. Toute cette information-là, ils en auront besoin. Donc, l'intelligence artificielle, que je préfère appeler intelligence augmentée, si vous permettez, parce que ce n'est pas du tout artificiel, c'est simplement une capacité supplémentaire qu'on donne aux gens de pouvoir gérer beaucoup plus d'informations, c'est que ça l'intelligence artificielle, eh bien elle entre de plein fouet dans ITER. On a passé donc sur notre gouvernance de cet automne, dont le conseil qui s'est passé la semaine dernière, un document de stratégie qui a été endossé, c'est-à-dire que l'organisation ITER, en tant que telle, est en train d'injecter l'intelligence artificielle dans toute sa chaîne de valeur, dans toute la chaîne d'évolution du projet,
que ce soit ce qui reste à faire sur l'ingénierie, sur ce qu'on appelle le systems engineering, tout ce qu'on fait au niveau de la construction, comment on gère la construction, comment on gère les plannings, comment on gère les ressources humaines et contractuelles qu'on utilise pour dérouler cet assemblage et cette construction, comment on va mettre en service cette machine, comment on va l'opérer, comment on va la maintenir, comment on va la faire vivre jusqu'à la fin. Voilà. Donc, évidemment, comment on va l'exploiter scientifiquement, qui est aussi un problème extrêmement complexe, qui a besoin d'une aide scientifique. On a besoin d'aider nos scientifiques à gérer ces informations extrêmement complexes. Donc, on a aujourd'hui un document de stratégie qui a été partagé par tous les membres et approuvé sur comment, ce qu'on veut faire, où c'est qu'on veut mettre de l'intelligence artificielle dans l'ITER. C'est vraiment très vaste. On va dérouler ça année après année. Ça, c'est très important. Ça va tellement vite dans l'IA. Je reviens de Paris, c'était le forum Adopte AI de français, M. Macron a ouvert ça hier. Il y a énormément d'acteurs, énormément d'outils qui se mettent en place. On n'est même pas capable de planifier à 5 ans ce qu'on va faire. On va le planifier au fur et à mesure parce que les outils que nous offre l'IA changent toutes les semaines. Il y a des choses nouvelles toutes les semaines. Donc on a créé un groupe d'experts au sein de l'organisation internationale avec des connexions à tous les membres. Donc on a un groupe d'experts qui vont décliner cette stratégie en actions, en projets précis, livrables année après année. On a promis à nos membres, l'intelligence artificielle, c'est une augmentation de capacité, c'est une augmentation d'efficacité. Donc on leur a dit, on ne vous demande pas d'argent en plus pour faire ça, et au contraire, on va vous en rendre. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent du projet pour injecter de l'intelligence artificielle et augmenter l'efficacité et la rapidité du projet. Donc on va comptabiliser aussi un certain facteur d'amplification de notre efficacité avec l'intelligence artificielle. Je vous rassure, il n'y a pas qu'ITER qui a inventé ça, tout le monde fait ça. Et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est une capacité, un décuplement de la capacité. La photo que vous avez là, c'est qu'on fait ça, donc on a un groupe interne d'experts qui sont à l'intérieur de l'organisme ITER, sur ITER Organisation, vous avez les membres. On a des prestataires aussi pour pouvoir réaliser des projets. On a des liens avec le monde académique. On est en train de discuter que certains projets, on va dire un peu simples, un peu bien définis, pourraient être déroulés par des étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'informatique ou d'intelligence artificielle, qui leur permettent de travailler sur des projets concrets. Et puis, on est en train d'adosser tout ça aux géants du numérique, au pluriel, ceux qui sont capables de nous faire des développements informatiques et d'intelligence artificielle, pas des applications, mais on a des vrais besoins aujourd'hui qui ne sont pas couverts par les objets, par ce qu'on appelle des agents de l'intelligence artificielle. Et vous voyez, cette année, on a signé en particulier un gros accord de coopération avec le géant mondial qui est Microsoft Research. Pardon d'expliquer mes pérégrinations, mais la semaine dernière, j'étais au Japon pour faire la même chose avec NTT, qui est le géant japonais, etc. Voilà, on est 7 membres et on est aussi ouvert, on n'a pas d'accord exclusif. Voilà, donc ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui connecte ITER tel qu'il se développe aujourd'hui, pas besoin d'attendre 2039, ITER tel qu'il se développe aujourd'hui au monde de l'après-ITER, c'est-à-dire celui qui ira vers les réacteurs. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, ITER est présent au quotidien, injecte de l'information, injecte du savoir vers le monde industriel qui sera censé... C'est notre façon d'accélérer la route vers la fusion avec un grand F. Ça, c'est très important pour nous. Évidemment, ITER reste être la démonstration intégrée qui sera quand même un événement extrêmement important. On vous a dit, en gros, dans la prochaine décennie, on adressera réellement la fondamentale d'ITER d'amplifier l'énergie qui sont intégrées sur des temps relativement longs. Voilà. Alors après, je n'ai pas appris les transparents par cœur. Voilà. Alors, ça, c'est, je peux le commenter, je ne suis pas le meilleur spécialiste de ça, c'est plutôt l'agence ITER France qui fait cette comptabilité. Je ne sais pas si Sylvie va nous garantir les chiffres, mais les ordres de grandeur sont là. Les retombées économiques d'ITER, l'aventure ITER, on est entre Français, on va dire.
Et entre Européens, en tout cas, on n'a pas à rougir de ce qui se passe, d'accord ? On s'est battu, on s'est bien battu. J'étais moi-même au CEA à ce moment-là, au moment de ce qu'on appelle le dossier de site. On s'est battu pour avoir ce site. C'est une activité économique énorme, une activité de très haute technologie énorme, beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités. Vous avez des chiffres ici. Si on accumule depuis 2007 l'ensemble des contrats, on ne parle que des contrats qui sont passés par l'Organisation internationale et l'Europe. En Europe, on monte aujourd'hui à une dizaine de milliards d'euros qui ont été passés comme contrats. Ces 10 milliards d'euros, la part des entreprises françaises sur ces 10 milliards d'euros, c'est 6. Et la part des entreprises même, on va dire, plus régionales, c'est toujours de plus en plus difficile à savoir qui est régional, qui est français, mais enfin, on se comprend, c'est 4 milliards et demi. Donc, vous voyez que 60% aujourd'hui des investissements de l'organisation internationale plus de l'Europe sur ITER sont français, ont eu des retombées en France. Ce ne sont que les contrats. On ne parle pas des milliers de gens qui vivent ici, qui travaillent ici, qui mettent leurs enfants, etc., etc. On ne parle pas donc de toutes les retombées indirectes, y compris des emplois indirects. Cette comptabilité est très dure à faire, mais ça vous donne une idée de ce qu'on appelle... Voilà. Maintenant, il faut parler de combien la France, aujourd'hui, en France, a mis dans l'affaire jusqu'ici. Sur ces 10 milliards d'euros, on peut à peu près compter que la France en a mis, je pense, 2. C'est l'ordre de grandeur. On en garde un peu pour les questions, s'il vous plaît, Alain. Parce qu'en fait, on a d'autres interventions. L'idée, c'est peut-être que vous puissiez répondre après à des questions sur ces sujets-là, si vous nous permettez. Slide suivant, c'est au moins pour évoquer les sujets. Alors après, oui, voilà, alors il y a deux... ITER est aussi ITER, mais aussi la région et l'endroit en visibilité. Vous avez peut-être été perturbé quelquefois sur les trajets par des visiteurs. Les deux choses les plus importantes qu'on veut rapporter sur l'année qui vient de s'écouler, c'est d'abord en février, la visite du président Macron avec le Premier ministre indien, qui sont venus d'ailleurs juste après l'événement à Paris qui ouvrait le processus d'intelligence artificielle sur la France. Donc on a eu une visite extrêmement importante. Ça permet de tisser des liens, ça permet de relancer l'intérêt de ces gouvernements, de ces grands gouvernants sur ce qu'on fait, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur expliquer que ils n'ont pas forcément fait les mauvais choix sur ça. L'Inde est aussi très intéressée à participer au développement de l'intelligence artificielle, c'est important, mais l'Inde a aussi des très gros contrats d'assemblage, de construction qui sont importants pour nous. Et puis l'autre événement, il s'est passé la semaine dernière, ou il y a peu de temps, il y a une dizaine de jours, c'était la visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site ITER. Donc, Monsieur Grossi, vous le voyez à la télé très régulièrement avec toutes les aventures sur Zaporizhzhia, l'Ukraine, etc. Mais au-delà de ça, c'est un très fort supporteur du nucléaire évidemment, mais de la fusion. Et on lui doit en l'occurrence la création d'un groupe mondial autour du développement de l'énergie de fusion, qu'on appelle le World Fusion Energy Group. Et aujourd'hui, il y a une cinquantaine de pays qui suivent la même logique autour de ce qu'on fait sur ITER, qui suivent la même logique de développement du chemin vers l'énergie de fusion. Et puis, il doit être encore en kiosque pour ceux qui ne l'ont pas vu. National Geographic nous a consacré ce mois-ci une énorme part de son édition, puisqu'il y a une trentaine de pages de National Geographic qui sont consacrées à ITER. Si vous courez chez votre buraliste préféré, il y en a peut-être encore, mais sinon ça se commande évidemment. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, étant donné que là, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données, on prendra dans quelques instants les autres présentations, mais je vais déjà faire un petit tour de piste de questions pour ceux qui ont envie de profiter de la présence d'Alain et Gilles. Voilà, vous vous présentez et puis vous posez la question. Moi, je suis Jean-Louis Garcial. Ça marche ? Moi, j'avais juste une question sur les initiatives privées avec tout le transfert de technologie associé que je découvre, effectivement. Pour moi, la suite d'ITER, c'était DEMO. Est-ce que DEMO, ce sera l'agence ITER ou ça peut être confié à des entreprises privées ? Alors, je vais répondre en toute transparence. Je pense que DEMO, c'était la mauvaise idée. C'est-à-dire que DEMO, c'était une vision d'une continuité institutionnelle d'aller vers d'abord l'étape ITER et puis l'étape de premier réacteur, etc.
Mais le démo, ou plutôt les démos, puisqu'en gros l'Europe en avait un, le Japon en a un, etc., étaient des visions très jacobines des choses. Ce sont des organismes centraux qui vont aller vers un réacteur. Ça n'existe pas, ça. En fait, ce qu'on voit avec les initiatives, c'est que justement ce qui se passe et qui est la bonne façon, c'est que ce transfert de technologie, ou de technologie au pluriel, vers le monde industriel. C'est pas la Commission européenne qui construit des réacteurs nucléaires, désolé. C'est pas le gouvernement japonais qui construit des réacteurs nucléaires. Ce sont des grandes entreprises, c'est EDF, en Chine c'est NNC, etc. Ce sont des grands opérateurs industriels qui construisent des réacteurs nucléaires. Alors, ce sont des partenariats publics-privés, évidemment. Ce sont des choses qui sont nucléaires, qui sont réglementées. On ne fait pas ça, c'est pas une activité débridée, mais c'est quand même une activité qui est essentiellement drivée, essentiellement pilotée par des considérations industrielles et commerciales. Voilà. Donc en fait, moi personnellement, qui suis un optimiste impénitent, je pense que c'est plutôt, ce qu'on voit là est plutôt ce qui doit se passer, c'est-à-dire cette espèce de transfert de technologie, cette émergence d'un écosystème industriel autour de la fusion. C'est pas encore la fin de la fin, hein, parce qu'on n'a pas encore de grands opérateurs, on n'a pas encore EDF Framatome ou des gens comme ça, on voit plutôt un monde privé qui se saisit de morceaux, de systèmes, qui essaye d'industrialiser, d'augmenter la capacité, de réduire les coûts, évidemment, parce que l'extrapolation du coût d'ITER n'est pas correcte pour faire des réacteurs. Il faut casser ces coûts-là, il faut industrialiser. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est ce qui nous fait dire que les gens, certaines de ces entreprises privées qui vous disent qu'ils vont vous faire un réacteur dans 5 ans, il y a beaucoup plus de choses à faire que ça pour arriver à une logique industrielle. Et même avec les très, très gros acteurs. Oui, j'aurais voulu vous parler justement de collaboration avec le privé. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret et précis d'une collaboration que vous auriez entamée avec une initiative privée de fusion? Il y en a 350 par an. Donc ce sont essentiellement toutes ces entreprises, ces startups. Alors il y a deux grands thèmes. Il y a des gens qui essayent des intégrateurs qui essayent de faire des mini-réacteurs. Et puis il y a les gens qui sont sur ce qu'on appelle la supply chain, qui essayent de faire des morceaux précis. Des systèmes de chauffage, des diagnostics, des composants face au plasma, les process de génération de tritium, etc. Donc les entreprises, il y en a une centaine qui font ce genre de choses. On parle à tout le monde, on n'a pas forcément des accords précis avec tout le monde, mais on parle à tout le monde et on répond à tout le monde. Ce qui se passe pour essayer de gérer l'information de façon, on va dire, dans l'ordre, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que c'est plutôt, on ne va pas répondre directement à ces entreprises, mais on va répondre à l'agence domestique du membre de cette agence, de cette entreprise. C'est plus facile pour nous de comprendre que c'est, allez, on va dire, la Chine qui a une entreprise chinoise qui voudrait en savoir. Voilà. Et la Chine dit ok, moi c'est bon, pour moi elle peut en savoir, et puis on pose la question en échange. Ça permet de contrôler aussi la propriété intellectuelle, et ça permet d'éviter qu'on soit en face avant d'une centaine d'entreprises qui vont demander des choses diverses et variées. Nous, on a besoin de gérer nos ressources de façon cohérente. Des exemples précis sur les aimants, sur les modes de fabrication, c'est surtout ça, sur ce savoir-faire, sur qu'est-ce qu'on fait. Notre directeur général, s'il était là ce soir, vous dirait que ce qui l'intéresse surtout, lui, c'est de transférer ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est très très important. On a un savoir-faire et on a un savoir ne pas faire. On a fait des erreurs, vous en racontez, on fait des erreurs, on découvre des choses nouvelles, on fait plein d'erreurs. Cette information-là est extrêmement importante. Ne faites pas ça, ça ne marche pas. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur. Michel Classens, ancien directeur de la communication à ITER. Merci pour votre présentation. C'est clair ? En effet, donc, on a ITER maintenant, vous avez dit une centaine de startups dans le monde. Certaines tentent que vont fournir de l'électricité d'ici 5-10 ans. Hein, oui. Donc, d'après vous, vu votre connaissance du secteur, quand peut-on prévoir une commercialisation de l'énergie de fusion ? Alors, ça, c'est la question la plus difficile.
Tout simplement parce que c'est une question qui n'est pas bornée dans ces hypothèses. C'est ça le problème. Ce qu'on vous explique, c'est qu'on est à la frontière de ce transfert de technologie. On est à la frontière du développement d'un écosystème qui n'existe pas. Aujourd'hui, si vous essayez de faire des EPR, vous allez trouver des industries plus ou moins, qui ont été plus ou moins impactées, mais enfin, vous allez trouver des industries qui sont capables de faire. Aujourd'hui, l'industrie de la fusion n'existe pas. Donc ces initiatives privées, elles essayent de créer l'industrie de la fusion. Donc je vous ai dit, soit en essayant d'être des intégrateurs eux-mêmes, mais je m'excuse, quand on voit les géants du nucléaire, c'est pas une entreprise de 500 personnes qui va faire un réacteur nucléaire, ou plutôt des acteurs des sous-systèmes. Donc ça, c'est une bonne chose. Le quand dépendra, alors ça c'est la grande phrase, mais je pense qu'elle est de plus en plus vraie, le quand, ce sera quand on en aura besoin, c'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire que quand la puissance publique et la puissance privée, parce que ce sont très clairement des partenariats qu'il faut créer, d'ailleurs la Commission européenne en particulier, elle va vers ce genre de montage, quand elle décidera qu'on en a besoin. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une très forte pression sur la fusion. Moi, depuis 40 ans dans la fusion, j'ai vu, un jour, on n'en a pas besoin parce qu'on a trouvé du gaz, le lendemain, qu'est-ce que vous faites, on en a besoin pour hier soir, etc. Donc ça, c'est le truc classique. Aujourd'hui, on est dans une phase où, effectivement, transition écologique, etc., on a besoin de la fusion. Donc, il y a cet engouement. Je vais vous donner un exemple, ça va peut-être vous faire grincer les dents, mais en fait, aujourd'hui, le membre ITER qui met le plus d'efforts pour aller vers un réacteur de fusion, c'est la Chine. Et la Chine met sa puissance dans l'histoire. Quand je vous ai dit qu'il n'y a pas d'intégrateur, aujourd'hui, il y a un intégrateur qui se lance dans la fusion, c'est CNNC. C'est l'intégrateur nucléaire chinois. Ils viennent de créer une branche, il y a une branche de CNNC, une pure branche de CNNC qui vient de se créer, dotée de 2 milliards d'euros pour commencer, et avec toute la puissance, toute l'ingénierie, toute l'ingénierie nucléaire, etc. de CNNC. CNNC, c'est ceux qui sont en train d'assembler ITER. Donc c'est des gens qui, en plus, ont du savoir. Donc, si je devais faire une prédiction, je te réponds, je te dirais, en Chine, dans 15 ans. Bon. Mais ça n'engage que moi parce qu'il y a quand même des écueils. Il y a un problème qui apparaît dans tout ce développement, c'est il nous manque encore quelques briques technologiques. La brique de création du tri-sol in situ de façon efficace, la brique des matériaux de structure qui feraient survivre un réacteur à 40, 50 ans. On peut faire un réacteur prototype aujourd'hui, mais on va avoir du mal à faire un réacteur qui soit déjà le réacteur de série. Mais coupler de l'énergie, coupler l'électricité à un réseau à partir d'une machine de fusion, je pense que ça se passera en Chine dans les 15 à 20 ans qui viennent. Voilà. Merci de ces informations. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est maintenant de reprendre le cours des présentations et puis on continuera à dialoguer, bien sûr, avec nos intervenants. Je vais donc passer la parole maintenant à Eric Serre. On a parlé tout à l'heure du lien avec le monde académique. Donc, comment est-ce que vous travaillez ensemble et comment aujourd'hui, notamment sur nos territoires, avec donc les efforts du CNRS, on l'a dit, et également d'Aix-Marseille Université, vous avez des jeunes étudiants-chercheurs ou des jeunes étudiants qui peuvent être intéressés par ces développements récents de la fusion. Oui, donc merci de me donner la parole et merci pour l'invitation. Donc, comme vous le savez, Aix-Marseille Université et le CNRS, donc c'est un grand acteur régional dans la recherche et la formation académique. Et donc, on est très impliqué dans ITER, qui est une formidable source d'inspiration, à la fois de problèmes scientifiques et technologiques. Les deux sont très liés. Et nous, à l'université, dans le monde académique, les questions de science, ça nous intéresse. Et en particulier lorsqu'elles sont drivées par l'application avec un challenge formidable qui est de faire de l'énergie à zéro carbone. Alors, ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, alors moi je suis plutôt spécialiste de simulation numérique, donc c'est de faire un focus un peu sur les activités que nous menons dans le domaine de la simulation en lien avec l'intelligence artificielle pour l'étude de la physique des plasmas. Alors, l'université s'est organisée en institut afin de coordonner une recherche interdisciplinaire. Et donc l'Institut à Marseille qui s'occupe de ces problèmes-là, c'est l'ISFIN, c'est l'Institut des sciences de la fusion et de l'instrumentation en milieu nucléaire. Donc c'est environ 50 chercheurs
et enseignants-chercheurs. Donc vous savez, à l'université, donc vous avez dans les unités mixtes de recherche un mélange entre chercheurs à 100% et enseignants-chercheurs, donc qui ont une partie de leur activité liée à la formation. Évidemment, nous collaborons avec ITER, mais encore plus, je dirais, avec le CEA et l'Institut de recherche de la fusion magnétique, donc l'IRFM, sur le tokamak Ouest, qui est un tokamak qui nous permet d'évaluer un certain nombre de problématiques que l'on va rencontrer sur ITER et essayer de les résoudre. Et on travaille aussi, puisque c'était la question des startups, évidemment, on est aussi impacté par ça, et donc on a démarré des collaborations avec une start-up française qui s'appelle Renaissance Fusion, alors qui est basée à Grenoble, et qui, elle, propose une solution. Alors je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer une géométrie différente de celle proposée dans ITER. Donc vous savez, ITER, c'est le gros donut, là, donc c'est un tor. Et là, on a une géométrie, vous voyez, un peu plus complexe, et c'est ce qu'on appelle un stellator. Donc c'est une autre façon, potentiellement, de faire fonctionner la fusion. Et donc on travaille avec cette start-up dans le cadre de financement, de cofinancement de thèses, dans le cadre de projets de recherche avec BPI France notamment. Et puis le volet, comme ça a été dit, on a un volet formation, puisque notre mission aussi c'est de former des jeunes, donc des jeunes qui travailleront plus tard dans ITER ou dans les start-up naissantes. Et donc on a des masters en physique, en instrumentation, en mécanique, qui travaillent directement là-dessus, et un certain nombre de doctorants aussi qui viennent se former. Et il faut que l'université profite de la chance d'avoir ce formidable instrument que sera ITER pour avoir la proximité géographique pour que ces jeunes puissent directement se confronter aux installations. Alors nous, à l'université, donc on a parlé effectivement des aspects technologiques, sécurité, économique d'ITER. Donc il y a quand même des enjeux importants qui demeurent et qui nécessitent, on va dire, de se poser des questions de sciences et de physique. Et ces enjeux sont en particulier l'aspect matériaux, donc de la chambre à vide, donc le matériau qui va rentrer en contact avec le plasma à des températures très élevées. Et donc il va falloir s'assurer que ces matériaux résistent aux flux thermiques très importants qui vont potentiellement les impacter. Donc il y a tout un enjeu à la fois sur la conception des matériaux, mais je dirais encore plus finalement sur l'optimisation de la décharge, c'est-à-dire la manière dont on va faire fonctionner le réacteur. Et pour bien préparer le fonctionnement de ce réacteur, on a besoin de comprendre comment le plasma va réagir en fonction des paramètres que l'on va lui imposer. Et pour chacune de ces configurations plasma, essayer d'estimer a priori avant la décharge, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est un projet où il y a beaucoup d'argent, qui a nécessité de développement importants, et donc il faut s'assurer qu'avant que ça démarre, les conditions de sécurité et de fonctionnement optimal de la machine soient assurées. Et pour ça, on va utiliser, en ce qui nous concerne, la simulation numérique, qui est un outil capable de prédire ça. Donc, enfin, du moins, c'est l'objectif qu'on se donne. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais un des problèmes, c'est l'étalement de la puissance. C'est-à-dire qu'il y a une formidable énergie qui va être créée par ces réactions de fusion. Cette énergie, il va falloir l'extraire. Et donc, toute la difficulté de l'opération, du fonctionnement du tokamak, ça va être d'assurer des conditions de confinement de cette énergie pour que les réactions de fusion s'auto-entretiennent, et à la fois être capable d'en extraire une partie, puisqu'à la fin on veut faire de l'électricité, donc ça ne sert à rien de créer de l'énergie si elle reste dans le cœur de la machine. Donc on va vouloir l'extraire, et l'extraire de la manière la plus optimale possible, c'est-à-dire éviter des points de surchauffe des matériaux qui pourraient endommager la machine et créer l'arrêt, soit le déconfinement du plasma, et donc l'arrêt des réactions de fusion, ou alors endommager la paroi et nécessiter un arrêt long pour réparer l'endommagement. Voilà, transparent d'après, c'est mon dernier transparent. Alors peut-être, là c'est une animation, je ne sais pas si on peut la montrer. Donc c'est un peu l'état de l'art de ce qu'on est capable de faire en simulation. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est pas grave. Alors, on a deux enjeux. On a un aspect simulation, comme je vous l'ai dit, donc c'est d'avoir une hiérarchie de modèles. Donc ce sont des équations
que l'on va résoudre en général sur des ordinateurs de très grande taille. Donc ça demande une puissance de calcul importante. Pourquoi faire ? Je dirais qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, ces outils servent à compléter l'expérience sur des tokamaks qui sont déjà opérationnels en Europe et dans le monde. Et la difficulté qu'on a dans le tokamak, sans trop rentrer dans les détails, c'est une chambre à vide. Donc on crée le vide dans un volume très important. Donc on va essayer de limiter au maximum le nombre d'intrusions et d'instruments que l'on va mettre dans la machine. Donc on a des mesures expérimentales qui sont relativement parcellaires, qui nous donnent des informations très utiles, mais qu'il faut compléter. Donc la simulation, aujourd'hui, elle sert à ça. Elle sert à partir de modèles, à la fois confronter nos résultats avec les mesures dans la machine, mais aussi compléter ces mesures et les étendre à d'autres paramètres. On veut aussi optimiser et prédire l'opération, ça c'est de ce dont je vous ai parlé. Alors là, on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a encore des efforts à mener pour avoir des outils totalement prédictifs. C'est notre champ de travail actuellement. Et puis, on a un aspect beaucoup plus fondamental qui est un aspect de résolution des mécanismes, de compréhension des mécanismes extrêmement complexes, des mécanismes multi-échelles, fortement non linéaires, etc. Et donc, il y a un besoin vraiment de comprendre ces mécanismes élémentaires pour pouvoir faire fonctionner tout ça de manière optimale. Ce que vous voyez là, donc, ce sont ce que la simulation est capable de reproduire de l'intérieur de la machine. Donc vous voyez des structures qui sont ce qu'on appelle des structures liées à de la turbulence. Donc la turbulence, c'est un phénomène qu'on rencontre tout autour de nous. Quand vous regardez l'écoulement d'une rivière derrière une pile de pont, vous avez des tourbillons de différentes tailles qui interagissent entre eux, c'est de la turbulence. Quand vous regardez le sillage derrière un avion dans le ciel, il y a des traînées tourbillonnaires, etc. C'est de la turbulence. Donc ce que vous voyez là, c'est de la turbulence. Donc c'est des mécanismes d'instabilité qui vont interagir et générer des structures. Et ces structures, elles sont importantes parce que c'est elles qui vont transporter l'énergie depuis le cœur de la machine vers la paroi où on va vouloir la récolter pour en fabriquer, la transformer en électricité. Donc la simulation est capable de prédire ces structures. Alors là, l'intérêt de la simulation, contrairement à l'expérience, c'est qu'on peut manipuler comme on veut la géométrie, jouer sur le champ magnétique, jouer sur la forme du tokamak, voilà. Aujourd'hui, il y a une révolution que j'ai mis en cours. Alors voilà, de manière générique, on appelle ça l'intelligence artificielle. Alain a appelé ça l'intelligence augmentée. Moi, j'appelle ça la science des données. La science des données, c'est vraiment donc l'idée que les outils aujourd'hui algorithmiques et informatiques vont nous permettre un accès à l'information dans des bases de données colossales qu'effectivement on ne pourrait pas atteindre simplement avec notre pauvre cerveau d'humain. Donc l'IA, c'est ça offre de nouvelles perspectives d'aller chercher de l'information dans des bases de données vraiment importantes. Alors, nous, on l'utilise sous différentes formes. On l'utilise sous la forme de l'assimilation de données, c'est-à-dire on a des données expérimentales, on a des modèles numériques. Ces modèles numériques, ils ont un certain nombre de paramètres qu'il faut déterminer. On appelle ça des paramètres libres. Et donc, on va aller utiliser des algorithmes mathématiques pour aller chercher dans les bases de données expérimentales les valeurs de ces paramètres libres qui restent dans nos modèles. Ça, c'est de la simulation de données. On utilise ensuite des modèles d'intelligence artificielle qui sont basés sur des réseaux de neurones et qui vont permettre, alors des réseaux de neurones convolutifs, des réseaux qui sont dirigés drivés par des équations physiques, etc. Donc ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre d'abord d'extraire de l'information à partir de données de simulation. Là, c'est l'exemple que j'ai montré sur ce transparent, là, sur cette diapo. Vous avez une simulation, donc ça c'est la sortie brute de la simulation. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça par rapport à la donnée expérimentale qu'on connaît ? Une donnée expérimentale qu'on a, qui est facile à interpréter en salle machine, si vous allez à l'IRFM, au CEA, Tokamak West, vous allez avoir par exemple une image de caméra visible pendant la décharge, donc c'est ce que vous voyez en haut à droite. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence entre la simulation qui est là et la caméra visible. Alors malheureusement on ne voit pas très bien, mais on voit le rayonnement, voilà. Bon, là c'est très intense, on voit le rayonnement du plasma lors de la décharge dans West.
Ben, cette image que vous voyez en haut, ce n'est pas une image de caméra visible issue de la salle de manip, c'est une image qu'on appelle un diagnostic synthétique qu'on a reconstruite à partir des résultats de simulation. Donc là, il y a un travail de modélisation qui va nous permettre d'interpréter nos résultats sortis d'ordinateur, là, que vous voyez en jaune, avec ces structures fluctuantes, en une image interprétable et compréhensible et comparable à ce qui peut être vu en machine. Donc on a différents diagnostics, et là, l'IA est un outil que nous utilisons pour développer ce type de diagnostic. Autre type de diagnostic IA, c'est ce que vous voyez dessous. Alors là, c'est une étude plus fondamentale. Je vous ai dit, ces structures, elles sont importantes parce que c'est elles qui transportent l'énergie du cœur vers le bord. Donc il faut comprendre la manière dont cette énergie est transportée. Et donc là, on va, par exemple, sur ces images de simulation, utiliser l'IA pour faire de la détection de structures. Donc c'est l'IA qui va nous permettre de détecter ce qu'on appelle des filaments de turbulence et de les suivre au cours du temps. Et à partir de ces éléments-là, nous, on va pouvoir générer des modèles qui vont reproduire le transport de ces filaments du cœur vers le bord. Autre application que vous avez dessous, donc là c'est dans l'AutoCAD MacOS aussi, c'est l'utilisation de l'IA à partir d'images de caméra pour détecter les points chauds et éventuellement contrôler le plasma. Donc ça rejoint ce que je disais au début. Un des enjeux, c'est éviter ces points très chauds qui peuvent endommager sérieusement la machine. Et l'idée, c'est d'avoir une IA extrêmement rapide qui, en analysant les images en temps réel, est capable de détecter, donc c'est ce que vous voyez à droite, donc des points chauds détectés, donc c'est des petits carrés noirs avec les zones rouges, hein, donc c'est des flux thermiques sur la paroi. Et donc l'IA va nous permettre de détecter ça et d'actionner ce qui est nécessaire dans la machine en cours d'opération pour modifier les paramètres plasma et éviter que ces points chauds deviennent dommageables pour la machine et pour le cours de la décharge. Voilà ce que je voulais Parfait, dire. merci beaucoup. Merci Eric Serre. Donc une question de Maïté déjà. Oui, alors Maïté Noé, moi j'ai juste une question pour revenir sur la première slide que vous avez présentée, c'est sur les startups. Oui. Donc les startups, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'il y en avait des centaines qui se proclamaient dans les 5 ans. Mm-hmm. On a eu une réunion dernièrement à Paris, donc avec l'ANCLI, l'Association nationale des CLI, où des startups viennent nous présenter justement leur modèle, savoir où ils en sont et ainsi de suite. Et en fait, ce qui nous a été dit au niveau national, c'est que chez nous, il n'y aurait normalement que 2 startups qui pourraient, à la limite, pouvoir aller jusqu'au bout sur les cinquantaines qui s'étaient déjà programmées au départ. Donc, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous orienter un petit peu? Parce qu'on s'aperçoit qu'on en entend parler tous les jours, sur les sites, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez. Et en fait, à partir du moment où ce sont des organismes qui ne sont pas avec de l'argent public, donc je pense qui commencent au départ à présenter leur projet, se retrouvent confrontés à un problème financier. Donc je pense que c'est déjà la première partie pour eux qui est très importante et qui ne leur permet pas d'avancer. Donc où en est-on de tous ces programmes, si vous avez une réponse à nous donner ou si vous savez quelque chose à ce domaine? Merci. Je vais faire une première remarque. Attention, si on vous a parlé d'une cinquantaine de start-up en France, etc., on parle de fission. On parle des fameux SMR, etc. Voilà. En fusion, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a entre 2 et 3 start-up aujourd'hui en fusion. Eric a parlé de Renaissance Fusion. Il y a Genève sur la partie fusion inertielle. Il y a Firefly Fusion qui démarre aussi. On a très peu de choses. Franco-françaises, on a très peu de choses. Et ils sont placés aujourd'hui plutôt sur des briques technologiques. Ils sont plutôt des gens qui essayent de développer des systèmes plutôt que des gens qui prétendent vouloir faire un réacteur dans 4 ou 5 ans. Donc, moi, je leur donne un satisfecit sur ce sujet-là. Mais enfin, ça, c'est mon opinion. Ce qu'on vous a dit, effectivement, dans les startups de small reactors, small modular reactors, etc., il y a effectivement énormément de candidats, de projets. L'État a ciblé un certain nombre d'entre elles pour les aider à développer.
Et après, il y a ces entreprises-là sont naturellement amenées à prendre des risques. Ça fait partie du monde privé et industriel. Il n'y a rien d'anormal. Simplement, ils prennent des risques au sens financier, risques au sens d'activité. C'est comme ça que l'industrie se développe. Il n'y a rien à faire. Donc il faut qu'il y en ait 2 qui survivent sur 50 qui vont essayer. Mais les 2 qui survivent, elles vont finalement devenir des prochains, sans aller trop en emphase, des prochains Framatome ou EDF de ces domaines-là. Donc oui, certaines sont d'ailleurs, en particulier dans les SMR, sont d'ailleurs pilotées par EDF, Framatome, etc. Ils ne sont pas complètement indépendants. Alors attends, je te redonne le micro parce qu'après il y a d'autres questions derrière. Si j'ai posé cette question, c'est que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui parlent des SMR sans savoir exactement où ça va aller et qui en ont très peur. Parce que quand ils entendent ou quand ils lisent dans les médias qu'on va en mettre un au milieu de leur commune, qu'on va implanter tous ces petits, ou les AMR ou les SMR dans leur commune ou proche de leur habitation, ils ont une peur parce qu'ils confondent justement ces SMR avec vraiment un centre ou une installation nucléaire de base quand même importante et non pas ces petites installations. C'était dans ce sens-là que je posais la question, parce que beaucoup se la posent. Merci. Vous voulez répondre, Mathieu, sur cette question? Voilà, allez, je vous passe la parole tout de suite. Bonsoir à tous. Je suis Mathieu, le chef de la division de Marseille de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Je vous ferai une petite présentation très rapide un petit peu après. La seule chose que je voulais indiquer sur ces SMR, Small Modular Reactor, AMR, Advanced Modular Reactor, PRM, Petit Réacteur Modulaire, tout ça c'est globalement la même chose. Le premier point en effet est qu'il faut se représenter 2 choses. Aujourd'hui, on entend principalement parler de concepts physiques, concepts technologiques de ces réacteurs. Donc l'idée est simplement, au lieu de mettre de l'uranium dans de l'eau, soit faire ça en plus petite taille, soit mettre de l'uranium et du plutonium et remplacer l'eau par du plomb, soit encore changer les ingrédients de base qu'il y a à l'intérieur du réacteur. En changeant ces ingrédients de base, les porteurs de projet espèrent avoir des applications différentes de celles que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons un modèle de réacteur, grande taille, qui produit de l'énergie de manière centralisée en alimentant le réseau électrique français. Avec les nouveaux ingrédients que veulent utiliser ces porteurs de projet, ils espèrent viser d'autres types de marchés. Certains veulent fournir de la chaleur ou de l'électricité directement à un industriel en se mettant juste à côté, et d'autres, en effet, espèrent pouvoir chauffer des réseaux de chaleur urbains. C'est une des applications qui est espérée par ces porteurs de projets. Première chose que je voulais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des volontés d'implantation qui, si elles devaient exister, seraient faites dans des conditions qui permettent de garantir la sécurité des populations. L'idée n'est pas de prendre un EPR et de le mettre au milieu d'une ville. Parce que ça, ce ne serait pas acceptable. Et donc, le rôle de l'ASNR là-dedans est justement de voir ce que vont proposer ces porteurs de projets, à la fois sur le plan technologique, comment ça va tourner à l'intérieur, mais aussi et surtout la manière dont ils vont concevoir leur machine pour rendre acceptable l'implantation, s'ils le souhaitent, l'implantation d'un de ces réacteurs à côté d'une ville. Donc, on ne peut pas prendre un raccourci direct. Il faut déjà attendre une certaine maturation de ces porteurs de projets et aussi et surtout qu'ils nous démontrent que l'implantation de ces réacteurs sera faite de manière sûre, c'est-à-dire en garantissant la sécurité des populations et la protection de l'environnement. Merci, on va revenir vers vous pour votre présentation, mais il y a 2 personnes qui ont le micro, enfin une personne qui l'a demandé et puis une autre à qui je vais le donner. Alors allez-y, posez votre question, intervenez, voilà. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur un sujet. Si vous pouvez vous présenter, alors si vous voulez. Oui, Adrien Brochet-Alary, simple citoyen et entrepreneur. Vous avez mentionné tout à l'heure que la Chine pouvait potentiellement atteindre la commercialisation de fusion d'énergie à base de fusion nucléaire, d'électricité à la base de fusion nucléaire,
d'ici 2040. Pourtant, il me semblait qu'on avait quand même une avance assez importante dans ce domaine-là. Comment est-ce que, et notamment au niveau académique, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'être complètement à la ramasse par rapport à ce pays qui avance beaucoup plus vite que le nôtre? Voilà. Ah ben c'est... donc vous mentionnez, là, ce Galin a mentionné tout à l'heure sur les activités en Chine. C'est une question de, on l'a dit Alain, d'investissement aussi et d'argent public qui sont mis dans le milieu de la recherche sur ce type d'activité. C'est une question de moyens. Effectivement, les Chinois développent des moyens colossaux, à la fois matériels et humains, et qu'on n'a pas ici. Donc la difficulté, elle est là, c'est un manque de moyens. Donc c'est qu'une question de finances publiques, c'est qu'une question de volonté politique. Oui, okay. Côté académique, oui. Oui, merci. Mathieu Dutertre, alors finalement ça va un peu dans le sens de la question qui vient d'être posée, parce que ça m'a un peu interpellé aussi, pardon. Parce que si j'ai bien compris, mais vous m'arrêterez, vous êtes en train de nous dire que nous, ça fait des années qu'on se bat pour essayer de faire ITER, et que la Chine est en train d'arriver tranquillement en disant non, mais nous, dans 15 ans, c'est fait. Hein. Non, alors là, j'ai fait un raccourci, j'ai mal compris, mais du coup... Non, je me permets de vous corriger. La Chine est membre d'ITER. La Chine fait des efforts sur la fusion depuis un peu moins longtemps que nous, mais au moins 30 ans. Et ça veut dire qu'ils ont un projet comme ITER. Ils sont membres d'ITER, ils participent à la construction d'ITER, ils participent à la science d'ITER, ils participent à l'opération d'ITER, ils ont leur machine sert de banc test pour moi, sciences et intégration. Je passe une grosse partie de mon temps à demander aux différents membres, vérifiez-moi ça, testez-moi ça, etc. La Chine est en face avant, beaucoup de choses sur ça. Ça veut dire qu'ils font en parallèle la même chose que ce qu'on fait nous en Europe. Donc, chez eux. Ils font la même chose que nous. Ils font exactement la même chose que nous. Ils en savent autant que nous. C'est pour ça que il y a une question de savoir et il y a une question de mise en œuvre. Simplement, à l'échelle de la Chine, vous avez d'un seul coup 60 fois plus, si je fais simplement le rapport des populations, de capacité à faire quelque chose que la France, et puis au moins 3 fois plus que l'Europe. D'accord ? On est sur ces genres de situations. Donc il ne faut pas avoir de complexe, il n'y a pas de compétition en fusion, mais c'est simplement celui qui a le plus de moyens, au moment où il a le plus de moyens, qui avance le plus vite. On en bénéficie aussi. Je peux vous dire que la préparation du démarrage d'ITER, on vous a raconté qu'on le construit, etc., et qu'on va le mettre en œuvre. Il faut que je sois prêt à démarrer ITER. Il y a un très gros travail de préparation, de formation des équipes, etc. Et cette formation, elle se passe sur des machines. Aujourd'hui, la machine la plus adaptée pour moi, pour préparer les équipes d'ITER, elle est en Chine. Tout simplement. Ça veut dire qu'il y a des échanges aussi de savoir dans les deux sens ? C'est dans les deux sens, c'est vraiment dans les deux sens. Donc je veux vraiment casser cette idée. Il n'y a pas, en tout cas en fusion, à l'étape où on est, il n'y a pas cette logique je réponds, je ne sais pas combien de fois à des journalistes, sur l'histoire de West, il vous a présenté West, et la machine sœur de West s'appelle East, justement en Chine. Et alors East a fait 1066 secondes, et puis juste derrière, West a fait 1200 secondes. D'accord ? 223, je pense. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai répondu à des questions de journalistes. Alors ça y est, on a battu les Chinois, etc. Non, personne n'a battu personne, on travaille tous ensemble, ce sont des choses qui se passent. Les équipes c'est des équipes communes. Voilà, donc c'est des succès communs. Je crois qu'il y a un vrai travail qui est fait en commun sur ITER, si j'ai bien compris. Par contre, chaque pays est libre d'exploiter les connaissances qui sont sorties d'ITER pour les appliquer à des filières économiques, stratégiques, techniques, industrielles sur leur pays. Après, c'est une question de volonté politique. La Chine a certainement plus d'engagement, de volonté, d'incitation, sinon d'obligation, à aller dans ce sens-là. À nous, Européens, aux Américains, aux Russes, aux Japonais, aux autres, de faire la même chose et de mettre en œuvre une filière économique, industrielle, qui bénéficie finalement à l'industrie du pays. Et ça, c'est sans doute la force des Chinois de dire on va aller dans ce sens-là
Bon, il y a peu de discussion après sur la capacité ou non de faire, etc. On y va, on avance. Il y a des échecs, mais tant pis, on se relève et on avance. Et nous, on est sans doute un peu en retard, très nettement, sur l'Union européenne. Ne parlons pas de la France, mais parlons de l'Union européenne, pour mettre en œuvre une filière économique autour de ça. C'est une question de volonté politique, on dit. Oui, ça allait un peu dans ce sens, parce que en France, est-ce qu'on s'amuse pas un peu, entre guillemets, avec des start-up qui on a du mal à saisir la taille critique qu'ils peuvent avoir, au lieu de privilégier une politique énergétique basée sur la mise en place d'intégrateurs solides qui pourraient, comme ça a été fait pour la fission. Alors, je vais me restreindre au domaine de la fusion pour vous répondre. Je ne veux pas commenter sur ce qu'on fait avec des startups. Aujourd'hui en France, les startups dont on parle ne sont absolument pas commensurables au problème. Donc, qu'elles se développent, et c'est formidable, mais ce n'est pas ça qui va ni résoudre, ni perturber le problème. Ce sont des acteurs qui apportent... C'est un écosystème qui vous développe. Effectivement, si on veut aujourd'hui sérieusement accélérer vers un réacteur de fusion, en décollant à partir de ce que ITER fait, à partir de ce que les Chinois, les Américains font, etc., il y a besoin cette fois-ci, effectivement, d'une volonté politique forte. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais j'en dirai pas plus. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Une volonté politique forte, qu'elle soit française ou plutôt européenne, parce qu'on est plutôt à l'échelle d'un continent pour faire ce genre de choses aujourd'hui. Mais il faut lancer... on a un président qui, sans lui passer de grosses à reluire, qui a relancé le nucléaire de fission. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort que ça porte sur l'industrie, sur la formation. On a la relance dite du nucléaire, c'est 100 000 emplois qualifiés qu'il faut générer sur 10 ans. Ça ne se fait pas comme ça. La fusion, elle arrive d'une certaine façon en plus. Il y a un argument qui est utilisé, que je ne peux pas réfuter, qui dit ok, la fusion, comme elle n'est pas encore suffisamment mûre, ce sera la prochaine à bénéficier de ça, par exemple. Hein. Donc, les décisions politiques, elles doivent être remises dans un contexte complet. Alors, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui bénéficient beaucoup plus, mais qui vont essayer d'accélérer beaucoup plus. Les amis américains, ça ne va pas être centralisé, ça va être les modèles des startups. Simplement, dans des startups. Il y a des gens qui ne rigolent pas du tout, parce qu'ils n'ont pas les moyens de rigoler aujourd'hui. On est un peu à mi-chemin. C'est clair que l'Union européenne, dans ce domaine-là, aurait intérêt à plutôt concentrer, plutôt que la champion, plutôt que de réfléchir en 27 lettres. Mais, bon, maintenant, les techniques que vont développer les Chinois, on les a. On peut le faire. Oui. J'ai une question technique à propos de l'intelligence artificielle. Donc West, ils ont le record pour le moment de durée. Alors, je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'ils ont bien utilisé l'intelligence artificielle pour contrôler le plasma? Et est-ce qu'effectivement, cette intelligence artificielle est arrivée à anticiper des perturbations pour les corriger? Et une deuxième question, c'est est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi le plasma s'est arrêté? Oui, donc l'intelligence artificielle sur West, oui, opérationnelle, en particulier au travers du système de infrarouge, qui permet effectivement de contrôler et de corriger le flux magnétique en fonction des besoins. Alors après, sur le contrôle, pour éviter, vous savez, ce qui arrête souvent la décharge, c'est des instabilités magnéto-hydrodynamiques, c'est-à-dire des phénomènes de disruption. Donc là, il y a des travaux en cours pour effectivement développer des intelligences artificielles capables d'anticiper ces instabilités qui génèrent l'arrêt de la décharge, mais ce n'est pas encore opérationnel sur West. C'est sûr. Et il y a des travaux à Princeton, hein, notamment sur des 3D. Donc l'IA, enfin, il a servi à corriger le magnétisme, mais pas à anticiper la perturbation. Si, c'est-à-dire alors, il y a plusieurs types de perturbations. Oui. Il faut corriger en permanence le magnétisme. Oui. Ça c'est une chose, mais il y a aussi des perturbations, des disruptions, etc. Oui. Est-ce que l'IA est arrivée à les anticiper et à les corriger en temps réel? Encore une fois,
À ma connaissance, pas pour l'instant. C'est un des objectifs. On travaille là-dessus pour développer un climat capable d'anticiper ces disruptions. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que côté simulation, on a des simulations qui sont très importantes, avec des volumes de calcul très importants. Et on a le même intérêt que la décharge opérationnelle, c'est-à-dire c'est être capable d'anticiper l'instabilité numérique qui pourrait apparaître avant que le calcul plante et qu'on perde l'intégralité des données qu'on a. Donc on a des algorithmes, on travaille sur le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont, en analysant les paramètres en temps réel de la simulation, être capables d'anticiper en disant attention, dans cette direction-là, la simulation va dérailler, il faut revenir en arrière, il faut modifier tel élément. Donc ça, c'est un domaine de recherche très actif et très important. Et il y a des charges sur On va prendre 2 questions et puis après on passera la parole à Mathieu pour sa présentation. Oui, merci Michel Cressas. En effet, donc l'Europe a été pionnière dans le domaine de la fusion. Elle a initié de nombreux projets, dont JET, ITER, le grand réacteur maintenant au Japon, qui est l'un des plus puissants au monde. Alors c'est vrai qu'il y a des initiatives concurrentes dans le monde, en Chine, etc. Mais j'ai entendu le directeur général d'ITER, Pietro Barabaschi, il a parlé à Chengdu en Chine il y a un mois. Il a fait un exposé remarquable, enfin à mon avis, remarquable de clarté, d'honnêteté, de précision aussi. Parce qu'il a dit notamment on doit communiquer sur les problèmes, les difficultés, les questions ouvertes qu'on a ITER. C'est un projet immensément complexe. Donc c'est normal qu'il y ait des complexités, des difficultés, des inconnus, etc. Donc c'est la première fois que moi j'entendais un directeur général, un haut manager du projet ITER dire ouvertement on doit aussi communiquer sur les difficultés qu'on a. Et c'est un projet financé par de l'argent public pour moi, donc c'est une évidence. Et donc je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit merci pour ton discours. Et il a dit aussi une chose par rapport aux start-up, justement, qui prétendent certaines produire de l'électricité de fusion dans 5 à 10 ans. Ce serait merveilleux. Et tout le monde souhaite ça. Ça, je l'ai vécu de l'intérieur à ITER. Tout le monde souhaite que la fusion marche. Voilà. Parce que ce serait une immense solution propre, je ne vais pas dire infinie, mais de longue durée pour l'humanité. Donc ce serait une immense bonne nouvelle. Mais il a dit aussi une chose importante. Pour lui, un réacteur de fusion qui produira de l'énergie commerciale, ce sera un gros réacteur. Enfin, je simplifie. Ça ne sera pas des petits réacteurs, il faut un gros réacteur pour produire plus d'énergie que ce qu'on injectera dans la machine. Et donc, c'est ce que j'ai compris, je demande votre avis, hein, Alain notamment, mais donc j'ai compris que la solution passera par des réacteurs de taille comme ITER. Voilà. Alors, je peux que dire la même chose que mon chef pour beaucoup de raisons. Mais en l'occurrence, parce que c'est un discours qu'on élabore tous ensemble, bien entendu, effectivement, dans la logique des SMR, AMR, etc., la fission est en train d'essayer de miniaturiser un process qui est miniaturisable jusqu'à un certain point, parce que l'énergie est extraite volumiquement, est produite volumiquement et extraite volumiquement. La fusion a un problème très différent. La puissance est produite volumiquement, mais extraite surfaciquement, d'accord, à l'extérieur de la décharge. Ce simple argument scientifique, si vous le prenez en argument, on va dire, de géométrie de seconde, vous apercevez que les machines vont avoir un problème parce que la surface ne va pas être suffisante pour extraire la puissance. Il y a beaucoup d'autres arguments sur les forces, etc., mais celui-là est un argument imparable. D'accord ? Donc aujourd'hui, on ne sait pas, plus le fait que c'est une réaction assez
pas une réaction qui démarre comme ça, qui est continue depuis zéro. C'est une réaction qui démarre à seuil. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de logique de petits réacteurs de fusion. L'autre argument, il est industrialo-économique. Je crois que c'est Gilles qui a montré une jolie photo aérienne du site. Vous voyez que je peux toujours essayer de faire ITER 2 fois plus petit, ça va. Je peux toujours essayer de faire ITER 2 fois plus petit, ça ne va pas forcément changer énormément le coût de l'électricité si ITER faisait de l'électricité. Il y a un coût d'investissement de base sur des installations extrêmement chères à l'achat. C'est la même logique que la fission jusqu'ici. Il vaut mieux investir une bonne fois parce qu'en plus le coût d'exploitation, lui, il est très faible. Donc il faut faire un gros investissement qui va durer. Et à ce moment-là, c'est là que ça devient rentable. On a reçu, pas qu'une fois, un ou deux directeurs généraux d'EDF en visite. Je me suis permis de poser la question. La question, c'est si jamais ça marchait, vous me demanderiez quelque chose de plus petit ou quelque chose de plus gros. Invariablement, ils m'ont dit quelque chose de plus gros, évidemment. Parce qu'économiquement parlant, c'est beaucoup plus logique. Voilà. Cette optimisation, l'optimisation du coût d'une installation comme ça, n'est pas liée simplement à un seul paramètre. Ce sont des multiparamètres d'investissement, d'exploitation, de maintenance, etc. Aujourd'hui, la fusion n'est pas encore là. C'est l'autre raison pour laquelle je ne crois pas qu'on puisse faire des réacteurs commerciaux à très court terme. Je veux rectifier, en tout cas bien préciser ce que j'ai dit. J'ai dit que dans une vingtaine d'années, il pouvait y avoir un premier réacteur couplé de type prototype. Je n'ai pas parlé de commercial encore. Hein. D'accord, hein, j'ai parlé d'un premier réacteur de démonstration qui couple de l'énergie à un réseau. Voilà. Alors, Claude de Jamont, membre de la CLI. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il reste de nombreux enjeux, points technologiques à franchir avant d'arriver à un réacteur industriel, l'étape au-dessus, l'étape commerciale. Mais si j'en reviens à ITER, est-ce qu'avant le premier plasma que vous annoncez pour les années 2035, 33-35, est-ce qu'il y a des enjeux, des points technologiques bloquants aujourd'hui qui restent à franchir, ou parce qu'il y en avait il y a quelques années, hein, on entendait certains points qui n'étaient pas résolus quand on a lancé le projet, où, je dirais, la voie est à peu près libre, il n'y a plus que le montage, la mise en place à faire. Alors, ITER, tel qu'il déroule la mission qu'on lui a donnée aujourd'hui, on ne voit pas il ne reste pas de blocage technologique. C'est très compliqué, l'assemblage, il y a encore des choses à fabriquer. Et on l'a vu, même sur des choses qui, soi-disant, on pensait qu'étaient étaient fabricables, il y a des difficultés, hein, de tolérance mécanique. Donc il reste beaucoup d'étapes à faire, mais qui sont des étapes normalement attendues, disons classiques. Voilà, on ne met pas... ITER ne dépend plus, n'attend plus des technologies qui n'existent pas. Par contre, le réacteur, lui, a encore un certain nombre de technologies qui n'existent pas, sur lesquelles la puissance publique, c'est là que la puissance publique peut agir, par les laboratoires de recherche, par des installations de test. C'est pas l'industriel qui va faire des découvertes fondamentales. L'industriel va industrialiser quelque chose qui sort d'un labo. Donc aujourd'hui, la fusion, en ITER, je sais pas donner un chiffre, il est sûrement pas précis, mais c'est 80%, c'est bon. D'accord ? Il reste un certain nombre de choses qui doivent encore sortir des labos, mais pour le réacteur. Pour ITER, non. Je suis peut-être trop optimiste, mais on n'attend pas on ne voit pas de blocage technologique, sinon peut-être sur un diagnostic ou une chose. Voilà, ce sont des choses qui n'empêcheront pas la machine de fonctionner. Merci. Alors, je vais passer maintenant la parole à Mathieu, là, qui va donc nous présenter quelques slides également concernant donc l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis après, on aura l'occasion donc de prendre un verre ensemble et de continuer à discuter autour de ces sujets. Allez-y, je vous en prie. Donc, rebonsoir à tous. Je clôt le bal des présentations et promis, je serai court parce que je suis la personne qui vous retient du buffet qui est derrière. Donc, ça ira vite, promis. Donc, je suis Mathieu Rasson, le chef de l'autorité chef de la division de Marseille de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et l'objectif de ma présentation va être de vous expliquer ce qu'il y a de nucléaire dans la fusion nucléaire qui est au sein d'ITER, et donc ce que cela veut dire ensuite sur le contrôle que nous réalisons au sein d'ITER. Très rapidement, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection,
elle contrôle en France l'ensemble des activités nucléaires civiles. Pour cela, elle s'appuie sur un large panel de compétences qui va de la recherche pour fonder nos connaissances, repousser l'état de l'art, une expertise technique qui appuie notre contrôle et le contrôle en tant que tel. Ce contrôle, il prend deux formes. Premièrement, il faut l'aval de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour créer une activité nucléaire. Et ensuite, une fois qu'elle est créée, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'assure que la manière dont cette activité nucléaire est réalisée est conforme à la réglementation et à l'autorisation qui lui a été donnée. Nous sommes une autorité administrative indépendante, ce qui signifie que nous ne dépendons pas du pouvoir exécutif. Nous sommes dirigés par un collège. Ce collège est composé de commissaires, 5 dont un président, dont les mandats sont non reconductibles et irrévocables. C'est ce collège qui est notre organe de décision et nous rendons compte ensuite directement au Parlement. Alors, ITER. Au sein d'ITER, l'objectif est de faire de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, si vous voulez vous la représenter, c'est globalement un petit jeu de billard. On parle il y a 2 noyaux qui se rentrent dedans, mais il ne faut pas imaginer, il ne se passe plus rien, ça fusionne et il y a bien des particules de l'énergie qui s'en échappent. De ça, il y a 2 conséquences. La première, c'est que tout ce qui s'échappe, ce sont des particules, des rayonnements qui sont énergétiques, qui, s'ils traversent un tissu, un corps humain, vont aller l'endommager en déposant de l'énergie en son sein. Il y a donc un premier enjeu qui est de s'assurer que tout ce qui sort est bien bloqué avant d'entrer en contact avec un travailleur qui passe juste à côté. Nous appelons ça la radioprotection. Il s'agit de prévenir les impacts nocifs sur la santé de tous les rayonnements ionisants qui sortent de la machine en raison des réactions de fusion nucléaire qui ont lieu à l'intérieur. La deuxième raison, elle est liée au combustible. On ne peut pas déclencher des réactions de fusion nucléaire avec n'importe quel noyau. Pourquoi ? Ce sont des règles de physique nucléaire. Ce qui est utilisé au sein d'ITER, c'est une réaction entre du deutérium et du tritium. Bon, globalement, c'est de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le petit atome qui est à l'intérieur de l'eau, H2O. Sauf que pour faire une réaction de fusion nucléaire, il faut un petit peu modifier son noyau. Et le tritium qui est utilisé, à cause de cette modification, il est instable. Et donc, spontanément, lui va relarguer de l'énergie, relarguer du rayonnement. Et encore une fois, si un tissu, quelqu'un est sur le chemin du rayonnement, il va y avoir un dommage sur cette personne. Et donc, ce tritium dont nous avons besoin à l'intérieur de la chambre à vide pour déclencher des réactions de fusion nucléaire, il s'agit de s'assurer qu'il est uniquement là où il doit être et qu'il ne doit pas aller se promener dans l'environnement tout autour et aller se promener, toucher la population, toucher les travailleurs. Ça, nous appelons cela le confinement. Il s'agit de confiner au sein du réacteur, là où ces substances radioactives doivent être. Il s'agit de s'assurer qu'elles sont là et uniquement là. Dans la réglementation, ITER est dit une installation nucléaire parce que, justement, sur ce tritium, elle dépasse des seuils qui sont fixés par la réglementation. Le point clé que vous pouvez retenir, il est à la fin, ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire qu'au sein d'ITER, il faut s'assurer que la radioprotection est bien assurée et que le confinement des substances radioactives, du tritium en particulier, pas uniquement, est bien aussi réalisé. Bon. À partir de ces 2 principes de base, quels sont les enjeux précis d'ITER ? Premier point important, la gestion de ces déchets. ITER est une installation nucléaire, du tritium va être utilisé à l'intérieur à un moment, déjà pendant son fonctionnement et ensuite en fin de vie. Ce tritium, il va s'être fixé dans les matériaux qui sont à l'intérieur de la machine, et donc tout ce qui va une bonne partie de ce qui va sortir d'ITER sera contaminé radiologiquement au tritium. Or, les déchets, on les appelle les déchets tritiés, sont pas les plus simples à gérer. Simplement parce que
le tritium, et ça ajoute une couche de difficulté au confinement. Comme je vous le disais, le tritium, c'est de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le plus petit atome qu'on trouve. Donc, si c'est une molécule de dihydrogène, il est très difficile à retenir. Il se faufile partout. Et aussi, il va se fixer sur pas mal d'autres molécules. On est fait d'eau. Et bien, dans l'eau, il peut y avoir, au lieu de hydrogène, oxygène, hydrogène, ça peut être hydrogène, oxygène, tritium. Je ne rentre pas dans le plus de détails, mais tout ça pour vous dire que le tritium, lui, il est difficile à maintenir. Et si on parle d'une installation de stockage de déchets, l'objectif est bien de s'assurer que si on stocke, eh bien le tritium, il reste dans l'installation de stockage. Il ne va pas se promener un petit peu partout ailleurs. Donc voilà pourquoi la gestion des déchets sera un enjeu pour ITER. Ce n'est pas un problème insoluble, simplement le fonctionnement d'ITER, chaque pas qui sera fait au sein d'ITER en utilisant du tritium, nous demanderons la garantie que les déchets tritiés qui seront nécessairement créés par cette activité seront gérés convenablement. La radioprotection, je vous en ai déjà parlé. Les rejets, c'est exactement ce que je vous ai expliqué vis-à-vis des déchets tritiés. En fonctionnement courant, il va y avoir du tritium qui sera manipulé au sein de l'installation. Eh bien, il s'agit de s'assurer de le confiner au maximum. Et c'est impossible de le confiner entièrement. Il y aura bien du tritium qui sortira. Cependant, il faut s'assurer que cette portion de tritium qui sort ne conduit pas à un impact nuisible sur l'environnement ou sur la population autour. Donc les enjeux de sûreté liés à ITER, gestion de déchets, la radioprotection principalement à l'intérieur de la machine pour les travailleurs et les rejets, ce qui inéluctablement sortira de l'installation. Un dernier élément vis-à-vis d'ITER. Comme je vous le disais, une installation nucléaire, elle doit être autorisée. Elle doit être autorisée parce qu'intrinsèquement, elle présente des risques. Les risques qui sont liés à l'utilisation des substances radioactives. Pour être autorisée, ce que nous demandons, nous, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, c'est une démonstration que cette installation sera conçue et exploitée convenablement. Le défi et la difficulté d'ITER est que c'est une installation expérimentale, unique en son genre, première dans le monde. Et donc simplement, ITER s'est retrouvé en difficulté pour, dès le début, démontrer la sûreté de son installation dans son intégralité. Et donc ce qu'ITER a proposé, c'est une démonstration et une mise en service, les deux vont aller ensemble, pas à pas. L'idée est que pour franchir, on va s'appuyer sur un pas pour développer de la connaissance et faire le pas suivant. Et donc, en miroir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aussi autoriser ces pas les uns après les autres. On autorise un premier pas avec un niveau de risque faible. On s'appuie sur la connaissance développée à ce pas-là pour autoriser le pas suivant, qui a un niveau de risque légèrement supérieur, et donc un besoin de plus de connaissances pour s'assurer que le niveau de risque supérieur initial est bien maîtrisé, et ainsi de suite. Nous n'avons pas d'objection de principe à cette démarche. Néanmoins, il y a quelques points de vigilance. Le premier, et bien évidemment, nous le laissons à ITER, c'est le risque industriel qui est pris par ITER. Il n'est pas garanti que, aujourd'hui, en l'absence, comme nous n'aurons pas la démonstration de sûreté complète, il n'est pas garanti aujourd'hui que le franchissement du pas 2 vers 3 sera possible. Nous attendons, simplement, nous allons attendre que, quand nous serons au pas 2, ITER parvienne à nous démontrer que le passer au pas numéro 3 sera possible. Les autres, en lien avec ça, on peut faire ce raisonnement sur une partie des composants d'ITER, mais pas tous. Si je prends l'exemple de la chambre à vide, si ITER Organisation, pour aller au bout du projet, ça va être difficile de changer la chambre à vide entre l'étape 2 et l'étape 3. Et donc, pour certains composants, chambre à vide est l'exemple phare, il faut avoir la garantie dès le début que cela tiendra le coup jusqu'à la fin. Et donc, nous sommes particulièrement vigilants, nous, sur ces éléments-là, à avoir dès maintenant un bon niveau de conviction sur leur capacité à remplir leur fonction de sûreté. Et donc pour la chambre à vide, leur capacité à bien retenir le tritium à l'intérieur de la chambre à vide. L'autre élément, il y a un terme barbare qui est la qualification. La qualification,
Donc, on a notre réacteur de fusion nucléaire, il doit fonctionner correctement, il doit fonctionner de manière sûre. Pour cela, pour assurer cette sûreté, il y a des éléments, il y a quelques éléments au sein de la machine qui vont jouer un rôle de premier plan pour assurer la sûreté de la machine. Si je donne un exemple plus direct, donc ce n'est pas au sein d'ITER, c'est dans les réacteurs de fission, cette fois-ci, vous avez peut-être entendu parler des barres, des barres de contrôle, des barres qui permettent de tuer la réaction. Mais ça, c'est un exemple de dispositif, de système qui est au premier plan pour garantir la sûreté de l'installation. En cas de défaillance de ce système, on a un problème vis-à-vis de la sûreté. Au sein d'ITER, il y a le même principe. Et donc toute une série de systèmes qui sont au premier plan pour garantir la sûreté. Derrière la qualification, il faut s'assurer que ce système qui peut très bien fonctionner dans un jardin, au soleil, avec une température correcte, va être capable d'aussi bien fonctionner si on le met juste à côté de la chambre à vide et à cet endroit-là, il va être bombardé par tout ce qui sort de la chambre à vide. Et donc, c'est ça qu'il y a derrière cette démarche de qualification. Il faut s'assurer que les éléments importants au sein d'ITER pour garantir son fonctionnement de manière sûre soient bien réalisés dans l'environnement très particulier qui existe au sein d'ITER. Je conclue sur un point, perspective, le prochain pas. Je vous parlais de la chambre à vide. Prochain pas, la prochaine discussion que nous allons avoir avec ITER, c'est l'autorisation de souder les différents secteurs de la chambre à vide. En raison des difficultés de qualité qui a eu lieu ces dernières années, ITER n'a pas eu encore l'autorisation de souder ces secteurs de la chambre à vide, qui est une opération irréversible et qui est industriellement cruciale pour la machine. Et donc, à cette époque-là, nous avions détecté avec ITER des difficultés de forme pour faire simple, la tranche des secteurs n'était pas suffisamment précise, et donc quand on les mettait côte à côte, c'était pas évident de les souder. Désormais, ITER a réparé ces secteurs, ils sont petit à petit en train d'être approvisionnés et réparés, et donc ce qui va se passer fin d'année, globalement, ça va être une discussion entre ITER et nous, sur la base de leur démonstration, sur leur capacité à souder les secteurs et à obtenir un tokamak, comme je vous le disais, dès maintenant, qui est capable de confiner le tritium pendant toute la vie d'ITER. Merci pour votre attention. Je crois que là maintenant on arrive donc à la fin de la réunion et que donc Maïté voulait intervenir avant de clôturer la soirée. Alors, vous m'excuserez avant qu'on aille justement à notre petit apéritif, si vous voulez, accompagné de quelques petits agréments pour manger. Je voulais me permettre de remercier Mathieu Rasson parce que cela fait 3 ans que nous travaillons ensemble et il m'a averti ce soir qu'à partir du 1er janvier, il partait. Donc pour vous, ça représente peut-être pas grand-chose, mais pour les membres de la CLI et pour son président comme pour moi-même, c'est quelque chose de très important de pouvoir le remercier parce que nous avons travaillé d'une manière exceptionnelle avec lui. Il a toujours répondu à nos attentes. Vous savez que nous, on pose beaucoup de questions à l'exploitant, que ce soit ITER ou à Cadarache. C'est notre rôle puisqu'on doit donner l'information du public, c'est-à-dire vous dire ce qu'il en est réellement et non pas ce que l'on veut nous faire croire, comme certaines fois, ce qui n'est pas le cas. Et dès qu'on avait un problème particulier, Mathieu était toujours avec nous, il était toujours présent et je tenais à le remercier officiellement devant vous, même si ce n'est pas trop le lieu, mais pour moi ça l'est. Donc merci Mathieu pour tout ce que tu nous as apporté et pour tout ce qu'on a pu avoir avec toi. Merci. Bon, il me revient la difficile tâche de conclure. Merci à tous de votre présence et de la qualité finalement de vos questions et des échanges qui ont pu être faits au cours de cette réunion. Merci à tous les intervenants. Un message d'encouragement à Mathieu Rasson pour ses futures fonctions. J'espère que vous trouverez un poste aussi intéressant que celui que vous avez pu avoir et des partenaires
aussi élogieux que notre vice-présidente Maïté, qui nous a relaté évidemment la qualité de vos échanges. Merci à tous de votre présence. J'espère que vous avez pu apprendre sur ITER et sur tous les enjeux que peut représenter ITER au niveau français, européen et mondial, mais surtout, nous l'espérons, européen, et que nous saurons en tirer le meilleur profit pour l'énergie sur notre continent, en espérant que nous soyons capables, et les uns et les autres, de mettre les moyens qui peuvent faire développer cette technologie sur notre vieux continent, et que finalement nous ne serons pas soumis aux diktats scientifiques chinois ou américains. C'est pas le même modèle, mais il y a de la puissance des deux côtés. Voilà. Donc espérons qu'au milieu, et c'était toute l'ambition de la Commission, enfin de l'Europe, nous soyons capables de définir à la fois une stratégie, mettre en place des budgets et des actions pour que ITER profite aussi à l'Union européenne. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.